Cette vidéo est une série de vidéos que j'ai fait sur TikTok, raison pour laquelle vous la verrez en format portrait et non paysage comme vous avez l'habitude sur YouTube. Mais j'ai pas envie de tout refaire. Histoire quand même de gagner du temps pour certaines personnes qui ne seraient pas intéressées par toutes les parties, toutes les informations. Dans la description, je fais un découpage qui dit à quel moment commence quelle partie et globalement les thèmes qui vont être abordés. Comme ça, vous pourrez avoir une petite idée si regarder toute la vidéo ne c'est pas quelque chose qui vous intéresse ou que vous n'avez pas le temps, ou si vous voulez revoir la vidéo mais que vous cherchez une partie spécifiquement, regardez dans la description, je fais un timecode parce que ce sera une longue vidéo qui part un peu dans tous les sens. Bref, l'origine de cette vidéo, personnellement, et je crois que je l'ai mentionné vite fait de temps en temps, j'ai eu des pas de clash à cause du professeur Amonet. Pourquoi je mets des guillemets? Autant maintenant je comprends pourquoi les médecins ont réagi comme ça et qu'ils peuvent avoir un problème avec le professeur Amonet, autant je continue de penser que s'attaquer à un patient qui essaie de trouver des solutions et de proposer des pistes de solutions à un médecin qui ne se sort pas les pouces des fiacs, l'attaquer uniquement en disant que la personne dit des conneries parce que la seule source qu'elle apporte c'est Amonet, je pense qu'on a connu plus professionnel comme médecin. Donc c'est pour ça que je mets des guillemets, parce que malheureusement, si les médecins faisaient un peu mieux leur taf, un peu plus de recherche de comment aider leurs patients, les patients ne seraient pas obligés de faire les recherches par elles-mêmes, et ainsi, au départ en tout cas, tomber principalement sur l'une des sources les plus fréquentes que l'on trouve en français, qui est le professeur Amonet. C'est une réalité. Quand on est aussi en train de bouquiner, parce que souvent on a la sensation qu'un livre c'est plus sérieux qu'une vidéo, ou que des fois lire des articles scientifiques ça peut être un peu compliqué, on veut quelque chose de plus vulgarisé. Ben, les livres faits par les médecins sur le CED en français, ben, il n'y en a pas des masses. Moi de tête j'ai le docteur Amonet et le docteur Daon. Le docteur Daon, il y a aussi selon moi quelques soucis, qui, je pense, viennent de biais, qui viennent du fait qu'il a été l'élève du professeur Amonet. Mais j'ai pas non plus creusé le sujet du docteur Daon, parce que j'ai jamais eu de soucis le concernant, parce que malheureusement, les gens ne le connaissent pas, je crois. En tout cas, pas en Suisse. En Suisse, on va parler principalement du docteur Amonet, dans les ressources francophones globales que l'on a, et d'une doctoresse que l'on a en Suisse, qui effectivement fait des recherches à ce sujet-là. Mais c'est vrai que pour les patients, c'est compliqué. Et c'est ce qui a motivé à faire cette série de vidéos, parce qu'il y a une personne avec qui j'ai parfois contact sur TikTok qui s'est fait incendier par une personne qui apparemment travaillait dans le milieu professionnel, médical. Et la raison, je pense, est uniquement le fait qu'elle ait mentionné le professeur Amonet. Je vois pas d'autre raison de ce côté-là. Et du coup, bah, suite à cette vidéo, la question a été posée, mais pourquoi le professeur Amonet n'est pas apprécié? Et c'est ce qui a fait cette série de vidéos. Évidemment, je ne pense pas qu'elle soit exhaustive, parce qu'elle est basée sur mon avis, mon expérience, mes recherches, ce que j'ai entendu de personnes sur Internet, de tout ça. Mais je ne l'ai jamais rencontré. Il y a peut-être d'autres choses à dire sur le professeur Amonet, et je pense même qu'il y a d'autres choses à dire vu les débuts de discussion que j'ai à ce jour en commentaire avec des personnes sur les vidéos TikTok que j'ai faites. Si vous êtes intéressé par voir les avis des autres gens sur TikTok plutôt que sur YouTube, parce que sur YouTube elle va venir de sortir donc vous n'aurez pas beaucoup d'informations, mais sur TikTok il y a beaucoup de gens qui ont commenté, beaucoup de gens qui ont partagé des avis, qui ont été plus loin dans leur réflexion, ce genre de choses. N'hésitez pas à aller sur TikTok, soit vous allez sur mon TikTok qui est répertorié dans la description, et puis bah vous cherchez, vous scrollez, parce que malheureusement je peux pas faire des playlists, c'est mal foutu. Autrement, ce que je vous conseille, étant donné que le hashtag Amonet et hashtag Claude Amonet ne sont pas tellement utilisés, c'est pas tellement surchargé sur TikTok, il n'y a pas grand monde qui a parlé de ce médecin. Et ben quand vous allez sur TikTok, dans la petite barre de recherche, et ben vous tapez hashtag Amonet, hashtag Claude Amonet, et logiquement, avec le peu de vidéos qui ont l'air d'être répertoriées là-dedans, vous devriez trouver assez facilement mes vidéos. Voilà, j'espère que ça pourra aider certaines personnes. N'hésitez pas à partager vos avis, vos expériences gentiment en commentaire, comme d'habitude. C'est ok de ne pas être d'accord avec tout le monde. Le but est vraiment, avec tous ces trigger warnings, que la communauté se chaparde pas la gueule. Voilà, on a déjà assez de souffrance et assez de problèmes. C'est pas... Si on peut éviter de se foutre sur la gueule,
pour des choses qui finalement ne changeront pas grand-chose à notre quotidien immédiat, je pense que c'est une bonne chose. Voilà, soyons gentils et aimables et bonne vidéo. Mais pourquoi Amonet n'est pas apprécié? J'ai très peur de faire cette série de vidéos, honnêtement. Mais peut-être que ça permettra de faire gagner du temps à certaines personnes pour qui Amonet est un docteur révolutionnaire concernant le CED. Et personnellement, je le pense. On va commencer par les disclaimers. Personnellement, j'apprécie beaucoup le travail du professeur Amonet. Et j'apprécie énormément son bouquin qui, comme vous pouvez le voir, a des post-it. Il a été annoté par 3 personnes différentes et il a tellement été lu, relu, relu qu'il y a des pages qui sont vraiment à 2 doigts de s'enlever. Donc c'est à ce point-là que cet outil a vraiment été utile pour moi. Néanmoins, en me basant sur mon expérience personnelle, des discussions que j'ai eues avec des professionnels de santé, d'autres patients aussi parfois, généralement en privé par contre, et je ne vais pas donner des sources de discussion, ce genre de choses. Donc c'est à prendre avec des pincettes ce que je vais dire. Il y a des choses qui vont être dites comme des critiques, c'est pas forcément toujours des critiques de ma part, c'est pas forcément toujours mon avis. Il y a des choses avec lesquelles je suis d'accord avec le docteur Amonet, il y a des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord avec le docteur Amonet, et je trouve que c'est sain. Voilà, donc je vais commencer cette série de vidéos. Pour l'instant, j'ai 6 points différents de problèmes qu'on pourrait voir avec le docteur Amonet. Et j'en ai un 7e point en tête, mais je ne sais pas comment le faire sans paraître pour un connard. Donc, on va commencer avec le premier point, le désaccord que a le professeur Amonet avec certaines comorbidités du CED. Dans son ouvrage, en tout cas c'est ce que je comprends et c'est ce que j'ai interprété, et peut-être que les gens l'interpréteront d'une manière différente aussi. Je tiens à dire que je n'ai pas la science infuse et qu'il y a peut-être des choses que je n'ai pas compris de la manière dont c'était censé être compris. Qu'on soit clair. Le professeur Amonet semble être en désaccord avec certaines choses que l'on relaye comme des comorbidités du CED, et lui voirait plutôt la chose comme non, il faut tout inclure dans le CED. Il y a des traits autistiques, c'est le CED. La fibromyalgie, c'est le CED. Je vais vous citer quelques passages à ce sujet. Je vais d'abord faire la partie qui concerne tout ce qui est neuroatypique, et ensuite la partie concernant la fibromyalgie. Pour la partie neurotypique, c'est quand même plus nuancé, c'est pas forcément genre... il n'est pas en train de dire genre l'autisme n'existe pas, mais des fois j'avais l'impression en tout cas que c'était... Oui, alors l'autisme en réalité c'est le syndrome d'Ehlers dans l'os, c'était l'impression que j'en avais en tout cas. Je vais commencer par lire ce passage concernant les comorbidités en général pour que vous voyez un petit peu ce que pense le professeur Amonet. L'enrichissement sémiologique a surtout porté sur les troubles cognitifs qui n'étaient pas ou très peu décrits par les auteurs reconnus sur le plan international, qui les reléguaient, quand ils les évoquaient, au chapitre des comorbidités, laissant entendre qu'il s'agissait de manifestations psychosomatiques secondaires, voire d'autres pathologies indépendantes du syndrome ou apparentées, introduisant avec cette dernière épithète davantage de flou dans une pathologie qui a bien du mal à se faire reconnaître. Une telle attitude, reprise par des déclarations très récentes, lors de consensus entre plusieurs auteurs, principalement généticiens de formation, fait un tort considérable aux patients qui ne sont pas traités par des symptômes qualifiés à tort de comorbidité, et souvent, en plus, privés de leur droit élémentaire d'accès aux soins. Ceci entretient bien entendu les doutes sur cette maladie et favorise la poursuite d'une errance de diagnostic et thérapeutique très coûteuse. Concernant l'autisme, il écrit « Des liens ont été mis en évidence avec les tableaux cliniques d'autisme et de syndrome d'Asperger. Par contre, les manifestations psychologiques ont longtemps été et sont encore négligées, parfois reléguées au rang de comorbidité. Cette situation crée beaucoup de confusion tant du côté des praticiens de la médecine somatique que du côté des psychiatres qui, le plus souvent, ne connaissent pas le syndrome d'Ehlers dans l'os. » Là, c'est un chapitre qui s'appelle « Les aspects cliniques selon les étapes de la vie ». Et la section s'appelle « Le moment de l'apparition des symptômes au cours de la vie ». Donc, ce qui laisse penser les symptômes du syndrome d'Ehlers dans l'os. Il dit « Durant l'enfance, on peut observer une tendance à l'hyperactivité avec des difficultés d'attention. Par contre, l'intelligence est vive avec de très bonnes performances scolaires,
malgré ou grâce à l'hypermobilité, des performances sportives, danse, gymnastique, sport de combat sont souvent excellentes. Ici, il y a un passage qui dit « Dans d'autres cas sont encore plus complexes. Il s'agit de comportements qualifiés d'autistiques. Et l'on parle maintenant en utilisant une expression médicale directement transposée de l'anglais de spectre autistique. Elle passe mal en français, surtout auprès des patients et de leurs familles. » J'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de méconnaissances vis-à-vis de l'autisme du professeur Amonet. Mais voilà. Pour être clair, je dis pas que le docteur Amonet pense absolument que l'autisme ou le TDAH ou d'autres neurodivergences n'existent pas et que c'est tout le syndrome d'air dans l'os. Mais des fois, en lisant son livre, il y a certains passages, quand on lit tout, c'est l'impression que ça donne. Après, c'est pas vraiment non plus ce qu'il dit. Par contre, dans le cas de la fibromyalgie, ça laisse un peu moins de confusion. Donc je vais lire certains passages. Plus couramment, les symptômes inexpliqués pour les médecins qui ne connaissent pas le diagnostic conduisent à la psychiatrisation ou à des diagnostics de douleurs chroniques, souvent étiquetés à tort fibromyalgie, ou confondus avec d'autres pathologies au traitement agressif pour les tissus, spondylarthrite ankylosante, maladie de Gurjo-Sjorgen, polyarthrite rhumatoïde, sclérose en plaques, maladie de Crohn. Faire le diagnostic a pour effet premier de mettre fin à la période d'exposition au risque. Ce n'est pas facile chez certains patients qui sont persuadés, du fait d'hypothèses émises durant leur parcours médical, qu'ils ont deux maladies, LR dans l'os et ou plusieurs autres. Pour clarifier, ce qui me pose problème avec le passage que je viens de lire, c'est que ça donne l'impression qu'il n'est pas possible d'avoir le SED et une autre maladie, donc des maladies auto-immunes. Et peut-être qu'il faudrait pas utiliser certains traitements pour des maladies auto-immunes qu'on aurait peut-être parce que c'est agressif. En tout cas, c'était l'impression que j'en avais. Là, c'est un passage concernant la fibromyalgie où on est clair sur l'opinion de la fibromyalgie par le professeur Amonet. Le résultat est catastrophique pour la maladie des LR dans l'os. Ceci à cause des erreurs diagnostiques et thérapeutiques, antidépresseurs, morphine, qui en découlent, mais aussi à cause de la réputation que l'abus du diagnostic de fibromyalgie a généré, très discuté dans son identité et souvent caractérisé de ce joli terme du langage médical emprunté à un célèbre préfet de la police de Paris de diagnostic poubelle. Le problème est qu'un nombre important de médecins rhumatologues, surtout, continuent à défendre l'identité propre d'une maladie qui n'existe pas ou bien par procuration. Et surtout, la confusion avec une vraie maladie qui, elle, existe, mais qu'on ne peut pas voir et que, quand on sait la voir, si on ne la met pas à la poubelle, on l'étiquette volontiers de maladie à la mode, ce qui est plus élégant, mais tout aussi péjoratif. Pour résumer, ça peut poser problème et selon moi, même engendrer une forme de violence, notamment quand on a tellement souffert de l'errance médicale pendant longtemps, qu'on s'est retrouvé avec une étiquette vraie ou fausse de fibromyalgie, et qui finalement, quand on lit un livre comme ça peut donner envie d'aller dire à toute personne qui a un diagnostic de fibromyalgie qu'en réalité c'est une maladie qui n'existe pas, que c'est pas vrai et que c'est un syndrome des LR dans l'os. Et j'ai un problème avec ça personnellement et je pense que ça peut être très violent, très difficile. Personnellement, ça j'en ai parlé, j'avais fait une vidéo à ce sujet. Vu qu'en théorie, avec les critères de diagnostic actuels du syndrome d'air dans l'os, il serait possible, même si je demande à voir, d'avoir un syndrome d'air dans l'os sans douleur chronique, je considère que, puisque c'est possible en théorie, avoir un diagnostic de fibromyalgie comme comorbidité, dans ce cas-là plutôt comme symptôme du SED, eh ben c'est ok. Pour moi, j'ai pas de problème. De temps en temps, j'utilise aussi le terme fibromyalgie. Je dis bah j'ai une fibromyalgie, mais je le vois comme un symptôme. C'est pour dire que j'ai des douleurs chroniques partout. Et comme ça, on se comprend. Et c'est une discussion que j'avais eue notamment avec deux médecins différents par rapport à la fibromyalgie, au syndrome d'air dans l'os. Qu'est-ce qu'ils en pensent de ce côté-là? Et pensent aussi, ces médecins en tout cas, que ça peut être bien de voir aussi la fibromyalgie comme une maladie en tant que telle, mais également comme un symptôme d'autres maladies et que la définition tend à changer, en tout cas dans le langage courant et dans leur pratique. Après, ces deux médecins, vous n'avez pas la source parce que j'ai discuté avec eux, mais ça peut montrer certains problèmes. Donc là, c'était ma partie sur les désaccords avec Amonet concernant les comorbidités. On voit que la fibromyalgie, il n'aime pas. Et on peut comprendre pourquoi ça peut être blessant. Donc du coup, je vais faire la suite des vidéos. Partie 2. Je suis désolée Chacha, mais toutes les vidéos, je vais les mettre avec ton commentaire. Mais pourquoi Amonet n'est pas apprécié? Parce que je trouve que ça fait une bonne introduction de vidéo. Du coup, tu vas recevoir plein de notifications, que tu le veuilles ou non. Désolée.
C'est la partie 2. J'ai déjà fait une partie concernant le fait que Amonet est en désaccord avec des comorbidités concernant le SED, principalement la fibromyalgie, peut-être certaines neuroatypies comme l'autisme, où il dit des choses... Bref, voilà. Là, cette partie, ça concerne sur le fait que Amonet prendrait trop de précautions concernant les risques cardiovasculaires dans le SED hypermobile. Avant de commencer par lire et expliquer du coup un peu plus pourquoi, je vais parler de mon expérience personnelle. J'ai eu plusieurs professionnels de santé, généralement des médecins, mais il y a eu aussi d'autres professionnels de type ergothérapie, tout ça, qui ont l'opinion que le docteur Amonet tend à trop prescrire des choses pour les syndromes des nerfs dans l'os d'emblée. C'est-à-dire que en général, en tout cas en Suisse, on va avoir des choses prescrites parce qu'on en a besoin. Mais apparemment, et c'est vraiment du candi, le docteur Amonet, quand tu as ton diagnostic du syndrome des nerfs dans l'os, eh ben, décrète que tu as tel problème et du coup va te prescrire 15 millions d'orthèses, 15 millions de trucs, l'oxygénothérapie d'emblée, patati patata. D'un côté, c'est cool parce qu'on voit vraiment qu'il a à cœur le soin de ses patients. Qui sont souvent à souffrir pendant énormément de temps, qui n'ont pas tellement d'idées de quoi faire pour aller mieux, donc dans un sens je trouve que c'est bien, mais du coup il a cette réputation de faire péter les coûts de la santé. Quand on sait qu'en France, la situation concernant le monde médical est un peu catastrophique, j'imagine que les gens dans le domaine médical peuvent accuser le docteur Amonet d'être en partie responsable de ça. C'est en tout cas des choses que j'en ai conclu avec des discussions autour de moi avec des professionnels de santé. Je sais qu'il y avait une fois où j'avais demandé à tester quelque chose pour la nuit, une orthèse pour mes poignets pour la nuit, qui apparemment est quelque chose de prescrit de manière assez standardisée à partir du moment du diagnostic. Je l'ai testé pendant 2 semaines, puis j'ai rendu à l'ergothérapeute en disant bah, je vais pas demander à me le faire prescrire parce qu'en vrai, ça m'aide pas. J'ai même l'impression que ça empire mes douleurs. Et elle m'avait dit que ça faisait partie des trucs que normalement on prescrivait. Et que du coup, ben, des cas comme moi, c'est intéressant parce que si on prescrit d'office sans avoir peut-être eu la possibilité de regarder quel était le problème avant et puis de trouver ce qui était le plus adapté, ben en gros, on fait payer des choses aux assurances qu'on va pas utiliser, voire peut-être même qu'on va jeter, ce qui serait quand même dommage. Par rapport aux risques concernant le syndrome des nerfs dans l'os, le professeur Amonet ne fait pas vraiment de différence entre toutes les formes de syndrome des nerfs dans l'os. Il va considérer que, en gros, on peut pas avoir des grosses différences. Je vais lire un passage, ce sera plus simple. Nous considérons que dans notre très large cohorte de patients, rien ne permet d'identifier cliniquement les 13 formes décrites dans la dernière classification de New York. Ce point de vue semble assez largement partagé, ce qui est surtout démontré par le modèle mathématique du syndrome présenté à l'Académie nationale de médecine le 28 février 2017. Il est confirmé par une série de 853 cas, qui montrent de façon formelle et mathématique l'homogénéité du syndrome et l'absence de type différencié, ce qui nous paraît comme étant un argument formel pour affirmer qu'il n'y a qu'une seule maladie des nerfs dans l'os, malgré les multiples symptômes à l'origine des formes cliniques qui ne soient pas des types de maladies différents, plus ou moins bien regroupés au sein d'un syndrome. Donc ça, on en parlera dans une autre partie pour le fait que, en gros, il y a un problème avec la classification de 2017. Mais ce qu'on peut en conclure par rapport à ça, c'est que au niveau des risques concernant le syndrome des nerfs dans l'os hypermobile, il va avoir tendance à considérer qu'il y a le même risque de problème cardiovasculaire, par exemple chez une personne avec un SED hypermobile, qu'avec une personne avec un syndrome des nerfs dans l'os vasculaire. Alors que les études tendent à montrer que il y a beaucoup plus de risques, par exemple, dans certaines formes de SED, notamment le SED vasculaire, par rapport à la forme hypermobile. Même si c'est vrai que dans la forme hypermobile, il y a plus de risques que la norme, que les gens qui n'ont pas le SED. Mais du coup, le professeur Amonet conseille de faire des examens fréquents, notamment des IRM cérébrales et des angio-IRM aortiques tous les 5 ans. Et je me rappelle plus où, mais il y avait aussi des scanners, ce genre de choses. Et moi, à l'époque où je venais d'être diagnostiquée, j'en avais parlé à mes médecins en mode... j'aimerais quand même qu'on vérifie, est-ce que potentiellement il y a un problème? Et puis apparemment il faut faire ça tous les 5 ans.
eh ben, on m'a rionné. On m'a carrément rionné en mode haha, jamais de la vie. L'électrocardiogramme, j'ai passé un test avec un électrocardiogramme avant mon diagnostic du CED parce qu'on suspectait autre chose. Mais avec les symptômes que j'ai depuis mon diagnostic, jamais personne n'a pensé à me proposer un électrocardiogramme. J'aurais dit non, de toute façon, on sait que c'est clean, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais ils ne vont pas chercher les problèmes cardiovasculaires. Ce qui peut être également problématique, puisque dans la liste des critères de diagnostic, il y a des choses comme dilatation de la racine de l'aorte à Z+2. Si tu fais pas des examens très précis pour voir s'il y a cette dilatation de l'aorte, bah peut-être que tu le sais pas en fait, mais c'est vraiment pas fait de manière basique dans le CED hypermobile. En tout cas, dans mon entourage, peut-être en Suisse plus largement, mais je crois pas qu'il y en a beaucoup où ce soit quelque chose de fait de manière standardisée. Ce qui peut poser la question pour les personnes qui sont diagnostiquées HSD et qu'il leur manque peut-être un point dans la partie 2A avec les critères des signes cliniques. Peut-être il manque un point et là tout d'un coup, bam, ça peut passer sur un diagnostic de syndrome. Trouble du spectre de l'hypermobilité. Si on fait pas ces tests et que potentiellement ils ont ce truc-là, ils auraient pu avoir un diagnostic de SAD hypermobile. Ce qui, en général, le diagnostic de SAD hypermobile, si vous le savez pas, on est censé traiter pareil, on est censé tout faire pareil pour SAD hypermobile et un HSD. Apparemment, dans la pratique et principalement au niveau des assurances, c'est pas le cas. Donc, si vous êtes handicapé par votre HSD et que on vous dit haha, mais c'est pas reconnu parce que c'est pas un syndrome des lèvres dans l'os, mais qu'en même temps tout le monde, y compris la Lèvres dans l'os Society, dit il faut traiter pareil, bah au final les patients ils sont quand même baisés. Donc voilà, c'est mon petit aparté. Je me suis un peu déviée du sujet. Mais ça peut montrer quelques exemples où le professeur Amonet demande de faire des contrôles de routine qui peuvent être assez coûteux avec des IRM, des trucs comme ça pour certaines choses, même quand apparemment il n'y a pas de présentation de symptômes qui peuvent laisser penser qu'il y a un problème dans cette partie du corps. Donc c'est quelque chose qui lui est reproché. Un truc qui est reproché aussi à Amonet et par extension dans le cas de ce médecin qui a fait la remarque, aux Français. Voilà, c'était une balle perdue pour les Français. C'est évidemment que Amonet fait péter les coups de la médecine, voilà, bada, et qui rendrait les gens plus visiblement handicapés qu'ils ne le sont vraiment. Il y a une idée, et je ne sais pas à quel point c'est quelque chose de commun, personnellement je pense que c'est un truc très très validiste, et peut-être que c'est que ce médecin, mais voilà, que faire porter des vêtements compressifs à un patient fait que du coup ce patient à l'extérieur doit parler après de sa maladie parce qu'il porte des vêtements compressifs, puis que des fois les gens vont poser des questions, enfin si t'as des gants compressifs, pourquoi t'as des gants, ce genre de choses, et que du coup bah ça les ferait tourner encore plus sur la maladie, et que au final, à force d'être trop maladie, ils se sentiraient encore plus malades que ce qu'ils ne sont. Pareil pour les aides à la mobilité, où il y en a qui ont vraiment de la peine à prescrire. Le médecin en question a peiné à prescrire les aides à la mobilité à ma sœur. Après, quand on a demandé son dossier médical, on a capté clairement, parce que c'était écrit texto, que selon lui, c'était de la flemme. Elle avait la flemme de marcher, évidemment, voilà. Donc en gros, qu'il fallait pas céder à cette flemme. Et mieux vaut la laisser enfermée chez elle avec déjà sa dépression, tous ses symptômes physiques, le fait qu'elle soit tombée dans les pommes, le fait qu'elle se disloque les trucs et tout ça, pas très très important, elle a la flemme de marcher. Et bah, dans la tête de certains médecins, ça fait finalement une double étiquette où non seulement Amonet est vu comme quelqu'un qui rend les patients plus handicapés, et au final, les patients qui bénéficient de ces aides-là sont des mauvais patients. Voilà, donc ça c'est double peine perdue et pour Amonet et pour nous. Voilà. Donc c'était pour la partie sur les coûts de la santé, que Amonet exagérait sur la prise en charge, sur les tests à faire de ce côté-là. Donc on se retrouvera pour la partie 3. Mais pourquoi Amonet n'est pas apprécié? Merci chat pour ce commentaire, toujours. Désolée de m'en servir comme base. C'est la partie 3. La partie 3 qui concerne le désaccord qu'a Amonet avec les critères de diagnostic de New York. Je vais relire un passage que j'ai lu dans ma partie d'avant, mais comme ça, on est clair dans la tête. D'abord, peut-être un petit rétrospective. Avant 2017, il y avait 6 formes de syndrome des lèvres dans l'os qui étaient répertoriées. Et à partir de 2017, on s'est retrouvé avec
13 formes. Voilà. Et les critères de diagnostic du syndrome d'air dans l'os hypermobile ont changé, sont devenus beaucoup plus stricts. Et un nouveau diagnostic est apparu, et c'est le trouble du spectre de l'hypermobilité. Hashtag le petit frère ou la petite sœur du CED, c'est quand elle cède mais pas trop, plus ou moins. Ça dépend des fois, mais souvent. Du coup, je vais relire ce passage. Nous considérons que dans notre très large cohorte de patients, rien ne permet d'identifier cliniquement les 13 formes décrites dans la dernière classification de New York. Ce point de vue semble assez largement partagé. Ceci est surtout démontré par le modèle mathématique du syndrome présenté à l'Académie nationale de médecine le 28 février 2017. Il s'est confirmé par une série de 853 cas qui montrent de façon formelle et mathématique l'homogénéité du syndrome et l'absence des types différenciés. Ceci nous apparaît être comme un argument formel pour affirmer qu'il y a une seule maladie d'air dans l'os, malgré les multiples symptômes à l'origine des formes cliniques qui ne sont pas des types de maladies différentes plus ou moins regroupées au sein d'un syndrome. Ok? Son opinion, très bien. Perso, j'ai pas de souci avec ça. Le problème qu'il y a, c'est que du coup, puisqu'il n'est pas d'accord avec les critères de 2017, apparemment, il continuerait à diagnostiquer des personnes avec un syndrome d'air dans l'os hypermobile, alors qu'avec les critères actuels, ces personnes auraient plutôt un trouble du spectre de l'hypermobilité. Ce qui participerait du coup, avec les standards actuels, à surreprésenter les syndromes d'air dans l'os hypermobile et du coup à ne les rendre pas rares. D'ailleurs, à Monet, il est partant, ce n'est pas rare, mais genre pas rare du tout. La rareté est débattue et ça dépend de comment tu le considères, tout ça. Moi-même, j'ai un avis controversé sur ce sujet. Mais le problème dans ce cas-là, c'est pas tellement qu'il a cet avis, que finalement c'est plutôt une maladie où il y a des variabilités avec plus ou moins de symptômes selon les gens, mais il faut prendre tout le monde est traité tout pareil, peu importe les formes du CED. Ça peut être son opinion. Personnellement, je suis pas sûre que ça marche tout le temps. Enfin, il y a des personnes où il y a plus de risques et d'autres peut-être moins, mais très bien. Le problème, c'est qu'après, ça se répertorie sur le diagnostic des patients. Je vais lire un petit peu en diagonale ce passage-là. En gros, il s'agit d'un certificat de diagnostic de la maladie d'air dans l'os qui dit que voilà, on atteste que la personne est atteinte d'un syndrome d'air dans l'os. Et il y a 9 symptômes, avec plus de détails que ce que je vais citer là, qui sont décrits. Notamment les douleurs articulaires et périarticulaires, une sensation de fatigue importante, des troubles du contrôle des mouvements volontaires et d'origine proprioceptive, instabilité articulaire, une peau amincie, pâle et transparente, une hypermobilité articulaire, des reflux gastro-œsophagiens, des ecchymoses et une hypersensorialité hyperacousie. Et il met la présence de 5 de ces 9 signes suffit pour poser le diagnostic de syndrome d'air dans l'os. Sensibilité 99,6%, spécificité 97,1%. Cela veut dire, moi quand je lis ça, j'entends que sur la base de ça, uniquement de ça, il a l'air de diagnostiquer des gens avec un syndrome d'air dans l'os. Ou une maladie d'air dans l'os, comme il aime l'appeler. Du coup, c'est vrai que ça fait pas sérieux quand tous les autres utilisent une liste de critères ultra précis. Personnellement, je pense effectivement que les critères de diagnostic que l'on a actuellement sont trop précis. Mais si on se base que là-dessus, surtout après s'il dit que la sensibilité est de 99,6%, spécificité 97,1%, j'ai pas l'habitude de dire les chiffres en français, je suis désolée, je suis suisse, ils viennent d'où ces pourcentages? Est-ce que c'est basé sur les gens qui sont diagnostiqués maintenant avec un syndrome d'air dans l'os hypermobile selon les critères de 2017? Est-ce que c'est basé sur les gens diagnostiqués sur la base des critères d'avant 2017? Et dans ce cas-là, est-ce que ces gens-là, c'est uniquement ses patients à lui? Ou est-ce que c'est tout le monde? Je vous laisse deviner la réponse. Donc, effectivement, de ce côté-là, il y a un problème. Et par rapport à ça, je pense que c'est d'ailleurs l'argument majoritaire de pourquoi le professeur Amonet est tellement critiqué. C'est que on considère qu'il surdiagnostique les patients et puis qu'il leur donne des mauvaises informations. Ce qui est vrai et faux, ça dépend de comment on le prend, mais du coup, qui effectivement peut avoir des grosses conséquences pour les patients qui, après, finalement, se retrouvent complètement gaslightés par des médecins, même s'ils ont un vrai syndrome d'air dans l'os, selon les critères actuels, ils vont être gaslightés, ils vont être critiqués, il va y avoir de la confusion entre nous, et ça peut aussi participer à cette guéguerre qu'il y a de plus en plus
de patients qui vont dire à d'autres patients que t'as pas telle maladie, tu mens, t'exagères. Voilà. Donc c'était pour la partie 3 avec le désaccord du professeur Amonet par rapport aux critères de diagnostic actuels du syndrome d'Ehlers dans l'os. On va se retrouver pour la partie 4 concernant l'oxygénothérapie. Ça va intéresser des gens, mais je vais pas dire grand chose en vrai. Mais pourquoi Amonet n'est pas apprécié? Partie 4, l'oxygénothérapie et le problème plus généralement qu'il s'utilise très souvent lui-même comme source. Alors je vais parler de l'oxygénothérapie parce que c'est l'exemple le plus flagrant par rapport à mes connaissances que j'ai en tête et il y a des choses où je pense que le professeur Amonet s'utilise uniquement lui-même comme source, mais j'ai pas fait le travail de vérifier ça. Du coup, pour les personnes qui ne comprennent pas, c'est plus fréquemment fait en France, mais ça arrive aussi dans d'autres pays. Certaines personnes avec un syndrome d'Ehlers dans l'os se retrouvent prescrits de l'oxygénothérapie pour traiter plusieurs symptômes. Ça peut traiter des douleurs, notamment principalement les migraines, mais aussi d'autres douleurs. Ça peut aider pour la fatigue, ça peut aider pour plusieurs symptômes. Évidemment, pour tout ce qui est symptômes respiratoires, les dyspnées, ce genre de choses également. Et le problème, c'est que Amonet est toujours la seule source de la défense de l'oxygénothérapie par rapport au traitement, en tout cas des douleurs. Et même si ça fait partie du PNSD, donc PNDS, je crois que c'est. Bref, le protocole national des SAD non vasculaires, le protocole français, parce que nous, on n'en a pas. Eh ben, la source de ça, c'est Amonet. C'est toujours Amonet. En ce moment, il y a une étude qui est faite justement pour voir si effectivement l'oxygénothérapie aide davantage les patients SAID que du placebo. On n'a pas encore les résultats de l'étude, mais c'est vrai que du coup maintenant de plus en plus de médecins ont de la peine à prescrire de l'oxygénothérapie parce que c'est pas scientifiquement prouvé. Pas scientifiquement prouvé, ça veut pas dire que ce n'est pas efficace et en gros potentiellement ça pourrait aider les patients, on ne sait pas. Le problème c'est que maintenant les médecins, plusieurs médecins, dans des discussions de patients, ce genre de choses, tendent à dire carrément que c'est faux, en fait. C'est pas que c'est pas prouvé. Pour eux, c'est faux, c'est que c'est pas vrai, que ça marche pas. La réalité, c'est qu'à ce stade, on n'est pas sûr, on n'en sait rien. Et il y a, visiblement, des patients que ça aide. Et parce que la preuve n'est pas encore là, eh ben, il y a des patients qui se retrouvent de plus en plus à avoir des problèmes de remboursement de cette oxygénothérapie. Moi, personnellement, j'ai pu tester l'oxygénothérapie, mais ça n'a pas été remboursé par mon assurance. Dans mon cas particulier, mon assurance m'aimait pas. Il est possible que ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit pas reconnu pour le syndrome d'Ehlers dans l'os. Parce que mon médecin m'a dit que pour tous les autres patients, ça ne posait pas problème. Apparemment, c'était le premier. Voilà, mais ça tend visiblement à se généraliser. J'ai vu de plus en plus de gens sur des groupes Facebook mentionner qu'il pouvait y avoir des problèmes de remboursement. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Donc voilà, moi perso, je me dis que l'oxygénothérapie, c'est pas le truc ultra dangereux, ultra addictif, tout ça. Donc si vous pouvez essayer, si c'est pris en charge par votre assurance, tout ça, ben allez-y, carrément. Moi je suis pour. Après, c'est possible que ça fasse rien. Soit parce que ça marche pas pour vous, soit parce que ça marcherait pour personne, mais là j'en doute encore. Et moi la question que je me pose, c'est pour les personnes chez qui ça fonctionne, c'est pourquoi ça fonctionne. J'espère que si l'étude n'est pas conclusive par rapport au syndrome d'Ehlers dans l'os, par rapport à la population générale, ils essaieront de faire des études auprès des personnes qui disent que ça marche pour elles, pour voir quels sont les symptômes très précis qu'elles ont, qui sont peut-être différents de la majorité des syndromes d'Ehlers dans l'os. Personnellement, je n'ai pas de problème respiratoire, par exemple. Mais du coup, si on a des problèmes respiratoires, j'imagine que du coup, on a peut-être déjà des problèmes d'oxygénation. Du coup, ça pourrait potentiellement influer sur d'autres symptômes comme les douleurs, patati patata. Et si on corrige ça, peut-être que ça... Enfin, ça c'est ma théorie personnelle. Hein. J'ai mes petites théories du complot par rapport au SAID. Mais pour ça, il va falloir qu'il y ait des études qui soient faites. Il va falloir du temps qui passe. Et le fait maintenant que les gens se rendent compte que c'était quelque chose qui était vraiment mis en avant tout le temps avant, prescrivez de l'oxygénothérapie, ça fait pas de mal et ça aide les patients, et que maintenant ils se rendent compte qu'en fait c'était pas prouvé puis qu'ils le faisaient juste parce qu'on leur avait dit de le faire. Maintenant, les médecins anti-Amonet, ils disent non, il y a que Amonet qui dit ça, donc c'est forcément de la merde, et ça rajoute un peu la haine anti-Amonet.
Du coup, bon, on se retrouve pour l'avant-dernière partie que je vais peut-être faire en dernière partie. Peut-être que je combine les deux sujets. Voilà. On remercie Chat quand même pour son commentaire qui a permis de faire toute cette série. Probablement toute cette série. J'habite à côté d'un hôpital. Dernière partie, avec un bonus, mon avis à moi. La dernière raison qui, selon moi, fait que le docteur Amonet n'est pas apprécié, c'est de l'agisme pur et simple. Si vous savez pas ce qu'est l'agisme, c'est la discrimination par rapport à l'âge. Or, le docteur Amonet, je ne sais pas quel âge il a, mais il a passé l'âge de la retraite. Et vraiment, j'ai vraiment entendu des médecins cash en face de moi dire que c'était un vieux fou, qu'il faudrait soit qu'il aille dans un EMS, soit qu'il aille à l'asile, qu'il perd la boule, que c'est parce que en fait, à cause de son âge qu'il est trop rigide ou des trucs comme ça. Donc c'est purement de l'agisme en fait. On va lui en balancer plein de trucs à la gueule parce qu'il est vieux. Voilà. J'imagine que c'est pas la seule raison parce que il y a des gens qui sont vieux et que j'imagine ils apprécient toujours dans le milieu médical. Mais c'est quelque chose qui a souvent été mentionné en face de moi. Enfin souvent. Eh si quand même, hein, bien je crois 3-4 fois. Mais vraiment c'était balancé normal et c'était drôle pour eux, c'était une blague, mais ouais bref voilà. Donc c'est mon dernier argument qui fait que pourquoi je pense que le professeur Amonet n'est pas apprécié dans le milieu médical. Je vais ajouter un point bonus qui est mon avis sur un point. C'est au niveau des traitements qu'il propose. Il propose des traitements et la manière dont il les propose, ça donne l'impression que c'est que ça. C'est que ça et c'est que rien. Je vais donner un exemple. Pas de morphine écrit en gras, pas ou très peu d'anxiolytiques, pas de neuroleptiques. Personnellement, je connais des gens qui ont eu des traitements à base de morphine pour le SED et qui en ont besoin et ça va. Et si ils en ont besoin, ben donnez-leur de la morphine. Au niveau des anxiolytiques et des neuroleptiques, eh ben, il y a des personnes, probablement à cause des comorbidités que le docteur Amonet n'aime pas, eh ben, ont besoin de ces médicaments et ça les aide. Si on leur enlève ou si on les diminue fortement, ben, ça marche moyen. Donc ouais, ça fait partie de ce genre de choses. Après voilà, les traitements proposés par le docteur Amonet, il y a certains traitements, notamment dans les compléments alimentaires. Il va falloir que je fasse des recherches parce que j'ai des doutes sur la validité scientifique de certains compléments alimentaires qui sont proposés et dans ces zones-là, enfin dans ces doses-là, notamment par rapport à la vitamine D, où vraiment il y a vraiment pour lui un plus grand risque de fracture, d'ostéoporose, ce genre de choses dans le SED. Là encore, j'ai des doutes, je suis pas trop sûre d'avoir vu ça dans les études, mais me prenez pas au mot, hein. Je ferai des recherches un jour. Et du coup, parce qu'il y aurait ce plus gros risque, et ben du coup, faut supplémenter tous les gens en vitamine D qui ont le SED toute leur vie pour éviter les fractures, parce que s'il y a déjà des subluxations, on veut pas rajouter des fractures par-dessus. Le principe, je le comprends si c'est vrai, j'ai des doutes sur la fiabilité. On revient sur le point de la fiabilité de ces sources qui sont peut-être uniquement elles-mêmes. Encore une fois, là, c'est juste un truc que je sors du chapeau de ma tête. J'ai pas fait de recherche très précise sur les risques de carence plus grandes dans le SED que ailleurs pour la vitamine D, le risque plus important d'ostéoporose et de ce genre de choses dans le SED que dans la population générale, ce genre de choses. Après, il y a certains, enfin je veux dire par exemple la vitamine C, la vitamine D, c'est des choses on manque assez régulièrement. Tout le monde, est-ce que c'est plus prévalent dans le SED ou pas, j'ai des doutes, mais en vrai, c'est pas le conseil le pire qu'on puisse donner d'éventuellement se supplémenter en vitamines si on n'arrive pas à les avoir au quotidien. Mais c'est vrai que j'avais vraiment l'impression en lisant que c'était que ces traitements-là et pas le reste. Et probablement que ce qui m'a vexé à l'époque, c'est le fait que il y a la mention de l'Acupan, je vais lire. Le Nefopam, Acupan, 20 mg toutes les 4 heures au maximum, apparaît ici comme un traitement privilégié s'il est bien toléré, sans risque ni accoutumance per-os et en injection pour les crises aiguës. De ce que j'ai lu, mais voilà, c'était des témoignages sur des groupes, il y a des gens qui ont eu des problèmes avec l'Acupan, je crois en termes d'addiction, mais j'ai des doutes.
Il me semble aussi que c'était dans ce livre, mais j'arrive pas à retrouver où il y avait le tramal qui avait été décrit comme pas de risque d'accoutumance pour le tramal dans le SED, et c'est quelque chose que j'ai personnellement cru pendant longtemps, parce que je prends du tramal depuis longtemps, et je n'ai pas d'addiction, je n'ai pas d'accoutumance, ça va. Mais là encore, après, j'ai eu des discussions avec des SED, et c'est pas le cas pour tout le monde. Et ça me posait problème le fait que la manière dont ce soit décrit, c'est genre, c'est comme ça pour tout le monde. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai pris. Ça, plus le fait que l'acupan n'existe pas en Suisse, ça m'avait beaucoup vexé à l'époque parce que j'étais un peu à court de solutions thérapeutiques. Mais bon, ça c'est un autre problème. Du coup, voilà. J'ai terminé ma série des raisons pour lesquelles je pense le docteur Amonet n'est pas apprécié. Je sais pas qui ça aura intéressé. Encore une fois, moi j'apprécie le docteur Amonet, j'apprécie son travail. Je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit. Je suis pas d'accord avec tout ce qu'il fait probablement, mais je le connais pas, donc je sais pas ce qu'il fait au quotidien, donc je sais pas s'il va jouer au badminton. Perso, je suis pas un fan de badminton. Bref, je vais arrêter de raconter mes bêtises. C'est pas du coup une série de vidéos dans le but de descendre le docteur Amonet, mais peut-être de donner des pistes s'il y a des personnes qui, comme moi, se sont retrouvées avec des médecins qui ont eu des réactions un peu bizarres, probablement parce qu'Amonet a été mentionné, de savoir peut-être pourquoi. Et puis de voir après si ces personnes ont envie de faire des recherches davantage sur certains sujets. Peut-être faire comme moi si vous le pouvez, parce que je sais que tout le monde ne parle pas anglais, mais d'apporter des sources qui ne sont pas en français, pour être sûr qu'Amonet soit dissocié là-dedans. Quoique vérifiez bien tous les gens qui sont mentionnés dans les articles médicaux. C'est arrivé une fois que j'ai partagé une source en anglais. Il y avait Amonet qui était écrit dans le tas d'une vingtaine de médecins qui étaient mentionnés. Mais bon, j'ai envie de dire, c'est le seul médecin qui donne crédit au premier gars qui a vraiment décrit le syndrome d'Ehlers dans l'os, le docteur Tchernogobov. Personne n'en parle jamais en dehors de docteur Amonet. C'est le seul qui dit, en fait, avant Ehlers et dans l'os, il y avait ce type-là. Tout le monde l'a oublié, mais moi, je l'oublie pas. J'aime beaucoup. Donc, du coup, voilà, ça vous donne des idées. Après, vous faites ce que vous voulez de ces informations. Encore une fois, je pense que c'est une bonne base pour comprendre la pluridisciplinarité des symptômes. C'était la pluralité des symptômes que je voulais dire à la base. Je pense que ce livre est bien, mais qu'il faut pas tout prendre au pied de la lettre. Que quand on voit des pourcentages, ça a l'air très scientifique, très sérieux, très sûr. Moi, quand je lis de 99% des patients ont tel symptôme, je me dis que s'ils notent le 99%, c'est vraiment qu'il y a des études qui prouvent que c'est 99%. C'est peut-être pas 99%, mais c'est beaucoup, c'est beaucoup. Donc, faut retenir peut-être des fois l'idée générale et que c'est ok d'être en désaccord avec des médecins, avec des idées, des études et tout ça. Je pense que c'est quelque chose d'humain et sain. Et encore une fois, j'apprécie que le docteur Amonet mette des fois des coups de pied dans la fourmilière, notamment avec l'oxygénothérapie. Je pense que là, il y aurait peut-être pas d'études sur l'oxygénothérapie si tout le monde n'avait pas décidé qu'en fait Amonet disait des conneries puis qu'il faudrait quand même peut-être vérifier pour prouver. Voilà. Alors que l'oxygénothérapie, visiblement, c'est quelque chose de prescrit depuis assez longtemps en France. C'est seulement maintenant qu'il y a des médecins qui se sont dit « on va quand même vérifier ». Ça aurait jamais venu à l'idée avant. Dommage. Donc, des fois, s'il faut attendre qu'il y ait des études qui prouvent à 100% que c'est utile pour les patients, on n'a pas de traitement. Et dans une maladie comme le SED, où il y a déjà tellement de symptômes, tellement de facteurs handicapants et tellement de personnes qui peuvent plus travailler, qui sont désociabilisées, où ça a énormément de conséquences sur toute la vie, des familles qui sont détruites. Aussi, Amonet est un très très grand avocat des familles qui sont détruites parce que les parents sont accusés de maltraitance alors que les enfants ont juste le syndrome d'Ehlers dans l'os et que c'est la raison pour laquelle ils se retrouvent avec des bleus sur le visage. Parce qu'ils ont dormi sur le côté, puis ils se retrouvent avec un cocard. Voilà, c'est des choses qui peuvent arriver dans le syndrome d'Ehlers dans l'os. Si les enfants, on le sait aussi, bien qu'on le saura pas parce qu'on peut plus diagnostiquer les enfants avec un syndrome d'Ehlers dans l'os. Vous voyez un peu le somme. Donc, voilà, c'est des choses qui méritent d'être discutées plutôt que de juste dire que Amonet, c'est un vieux fou qui sait pas ce qu'il raconte, qui dit que de la merde et puis qu'il faudrait qu'il aille à l'EMS. Je pense que ce serait déjà un peu mieux que les médecins, plutôt que de dire ça, se disent « Ok, je ne suis pas d'accord sur tel sujet avec Amonet, c'est le seul qu'on a parlé, je vais faire des recherches pour savoir s'il avait raison, s'il a tort. » Après, s'ils sont biaisés dès le départ, potentiellement que l'étude, elle sera pas très très utile, mais ça pourrait peut-être permettre à d'autres personnes de dire « Hey, je suis pas d'accord avec ce que Sandrine a fait comme étude, je vais en faire d'autres pour voir si j'arrive au même résultat ou si j'en ai un autre. » Et peut-être qu'à force, si on a 100 qui font ça, on pourra savoir si l'oxygénothérapie c'est utile pour le syndrome d'Ehlers dans l'os ou pas. Voilà. Des bisous.